Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. L'hymne ukrainien, André Berkov sur Sud Radio. Ces derniers jours, les négociations pour mettre fin au conflit lancé en 2022 par la Russie se sont accélérées. Elles se concentrent sur un projet de plan américain dont une version initiale jugée très favorable à Moscou continue d'être discutée entre délégations américaines, ukrainiennes et européennes, André. Oui, nous sommes quand même au début. Ça fait quand même presque ça va faire en février 2026, ça va faire 4 ans que la Russie a envahi l'Ukraine, l'opération, ce qu'ils appellent l'opération spéciale. Et où on en est? On en est après des centaines de milliers, voire 1 million de morts et un peu plus. On se demande pourquoi, on peut se poser la question en tout cas. Alors, processus sérieux, dit le Kremlin, sur les efforts diplomatiques de Donald Trump. Ce plan américain qui cherche à mettre fin à la guerre en Ukraine. Alors, Steve Witkoff va être à Moscou, l'envoyé spécial de Donald Trump. Alors, le Kremlin dit il y a certains points positifs. Les Européens, la coalition des volontaires se sont réunis. Ont essayé de dire oui, il y a des choses qui vont très bien, mais attention, ne sacrifions pas le bébé ukrainien avec l'eau du bain trumpiste. Il y a des plans de paix, des différences, ça discute extrêmement fort. Et puis, il y a un certain nombre de critères qui sont là. Par exemple, les Européens, dont Emmanuel Macron dit qu'il veut utiliser les 230 milliards d'avoirs russes gelés en Europe, tant que Moscou n'a pas offert de compensation financière. Washington voudrait de son côté, lui, créer un fonds abondé par 100 milliards d'avoirs gelés et par 100 milliards d'euros investis par les Européens. Les Américains demandent également un reversement de 50% des bénéfices. Vous savez, c'est le grand marchandage. Le grand marchandage, il faut savoir que les Américains ont décidé de couper le robinet. Il dit, nous avons assez donné, nous avons donné de l'argent, nous avons des armes. Maintenant, si vous voulez des armes, ils disent aux Européens, bien, achetez-les, et puis vendez-les, ou donnez-les à l'Ukraine, ou faites des emprunts, mais nous, ce n'est plus notre problème. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, quelle concession territoriale, sachant que l'armée russe, c'est une guerre d'attrition, une guerre d'usure, avance, évidemment au-delà des oblasts et du Donbass, et ne parlons même pas de la Crimée, ils avancent petit à petit, mais dans une guerre qui n'en finit pas. Alors, où on va geler les lignes? Est-ce que ça va être un accord de cessez-le-feu, un accord de paix? Tout ça ne fait que commencer. Pendant ce temps-là, évidemment, les gens meurent. Après, y a-t-il des élections, puisqu'il n'y a pas eu d'élection, et que vous savez, le président Zelensky aurait dû effectivement refaire des élections, mais il a dit on est en guerre, on n'en fait pas. Donc, il a son mandat fini il y a pratiquement 1 an. Est-il légitime? Il est légitime aux yeux des uns et plus que jamais. Il est illégitime aux yeux des autres et plus que jamais. Alors, plan européen, plan américain, on est en pleine discussion. On ne va pas rentrer dans les détails puisque cela va prendre quelques jours ou hélas quelques mois. Mais ce qui est intéressant, on va vous faire écouter un document sur LCI, parce que où en est de ce point de vue l'Europe? Parce que tout se passe. Peut-être on se trompe, comme si l'Europe était spectatrice. L'Europe était en coulisses, l'Europe regardait alors qu'elle aurait dû être effectivement l'un des facteurs de médiation entre Russie et États-Unis. Mais on le sait depuis des décennies, elle ne s'est pas mise dans cette position-là. Et vous allez voir, c'est très... D'ailleurs, le général Vincent Desportes est avec nous pour parler du service militaire, mais nous allons aussi l'interroger là-dessus, parce que vous allez écouter... Un dialogue, il y a 5 à 6 personnes, tout à fait étonnant, qui s'est produit hier chez Darius Rochebain sur LCI. Céline, il y avait qui? Alors, il y avait exactement Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po, Samantha de Benderne, qui est chercheuse, Guillaume Roquette, donc du Figaro Magazine, l'amiral Jean-Louis Vichot et le colonel Michel Goya. Écoutons. Alors voilà, non, mais avant d'écouter, je voudrais dire quelque chose, écoutez bien, parce que c'est très intéressant. Voilà des experts. Chacun peut penser ce qu'il veut, mais enfin c'est des experts, voilà, qui sont là et qui discutent de ce qui peut se passer. Et moi, ça m'a frappé vraiment de voir ça, ce narratif que vous allez écouter,
et la réalité que l'on nous décrit par ailleurs. Écoutez. Est-ce qu'il faudra envoyer des troupes même contre l'avis des Russes, à votre avis? Vous dites quoi? Moi, je dis oui. Michel Goya? Non, c'est pas le principe, c'est de les envoyer après la paix. Bien sûr. Et donc il y aura pas de paix si on les envoie. Moi, je dis depuis toujours qu'il y aura pas de troupes, européennes en Ukraine. En revanche, on peut le faire à la périphérie de l'Ukraine. Ça, c'est matériellement et politiquement, ce sera beaucoup plus faisable. Moi c'est oui depuis le premier jour. Même contre l'avis des Russes, bien sûr. Bien sûr. Les avis des Russes, il faut le balayer. Les lignes rouges, faut les pulvériser. Enfin bon, là-dessus, il y a pas de question. Vous dites, on pourrait envoyer des troupes françaises sur le sol ukrainien. Je pense l'avis des Russes. Je dis pas que la décision est prise. Et je pense qu'il y a eu un recul de la coalition des volontaires par rapport aux premières intentions exprimées par le président français, qui au début, il n'était pas question d'accord de paix. C'était de manière indépendamment d'un accord de paix ou de cessez-le-feu. Là-dessus, Amiral Bichot, vous partagez l'avis de Nicolas Tenzer, que même contre l'avis des Russes, on pourrait envoyer des troupes en Ukraine? Non, je suis plutôt de l'avis du colonel Goya. Je pense que, les engagements, c'est pas mon avis, c'est les déclarations. Mais c'est les déclarations des hommes politiques français, en particulier du premier d'entre eux, du président de la République, qui a dit qu'il enverrait des troupes lorsque le cessez-le-feu serait réalisé, et encore mieux, plus facilement si bien sûr il y a un traité de paix. Mais le traité de paix, franchement, j'y crois pas dans un avenir proche. Ils auront peut-être les rafales avant. Non, mais qu'on entende aussi. Non, mais moi, comme officier subalterne, je suis d'accord avec la hiérarchie. Donc, il n'est pas raisonnable aujourd'hui d'envisager cette présence européenne, parce que le simple fait de l'annoncer, en tout cas, je dis en Ukraine. C'est pour ça que je disais que les Européens ont un rôle à jouer, parce que ils peuvent, notamment avec des avions stationnés derrière la frontière, sécuriser l'accord. Mais c'est vraiment agiter un chiffon rouge que de dire nous on est prêts. Alors écoutez, c'est quand même extraordinaire ce qu'on entend. Vous voyez, il y a des gens de différentes opinions, etc. Entre Nicolas Tenzer qui veut absolument pulvériser les lignes rouges, on y va, attention, les troupes doivent être en Ukraine, faut pas laisser faire les Russes. Martin de Berne qui est un peu sur cette position, Guillaume Roquette qui est beaucoup plus modéré, l'amiral Jean-Louis Vichot aussi, le colonel Michel Goya, il dit attendez, par rapport au traité de paix, qu'est-ce que ça veut dire des troupes françaises en Ukraine avant le traité de paix, etc. Et écoutez encore, ce n'est pas fini, écoutez, parce que ça donne vraiment la position d'un certain nombre d'experts ou d'observateurs, etc. en France. Écoutez. Avouez que c'est surprenant parce qu'on dit on n'a pas peur de la Russie, en même temps je porte pas de jugement, mais sur 6, le seul qui dit on n'a vraiment pas peur de la Russie, c'est Nicolas Tenzer. Les autres vous dites on n'a pas peur, mais enfin on va se mettre dans le pays d'à côté, c'est quand même plus prudent. C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. C'est simplement que nous estimons que pour le moment, comme les décideurs de ce pays, ce n'est pas le moment. C'est-à-dire que pour le moment, si on veut un jour arriver à une paix, il ne faut pas non plus passer. Bien sûr. Non, mais c'est l'article de l'ONU, pardon. Si un pays souverain appelle à l'aide d'un autre pays souverain, si l'autre pays souverain veut mettre des troupes sur son sol, c'est pas interdit, il a le droit. Non, il peut le faire. Ouais, mais pourquoi il le ferait pas alors? Parce que c'est trop politiquement. Mais surtout, on est des démocraties. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a une opinion publique. Mais je porte pas de jugement, mais mais je vous le dis. Ouais. Donc nos hommes politiques, qui eux aussi ont remarqué qu'ils avaient une opinion publique, qui parfois l'écoutent, se disent c'est pas le moment. Donc c'est bien ce que dit ici. Et quand vous voyez les réactions c'est trop dangereux, c'est ça l'explication du général Mortier. Alors je dis donc effectivement expressément, c'est trop dangereux face à la deuxième puissance nucléaire du monde et dont nous ne sommes pas protégés par un océan. Alors on va attendre qu'elle prenne le contrôle total de l'Ukraine, qu'elle absorbe tous ces Ukrainiens. On va continuer à aider les Ukrainiens. Qu'elle absorbe tous les Ukrainiens. Mais laissez-moi finir, Guillaume. On va attendre qu'elle envahisse l'Ukraine. On va attendre qu'elle absorbe tous ces Ukrainiens bien entraînés et bien armés. Et c'est à ce moment-là que nos troupes vont être confrontées. Et nos troupes elles vont attendre. Si vous voulez, si la maison de votre voisin prend feu, et il y a le feu qui risque de s'étendre parce que votre maison n'est pas protégée. Il y a 3000 kilomètres, ma chère Samantha. C'est ça que vous comprenez pas. Alors, vous êtes dans une rue, il y a 10 maisons en bois. La maison au bout de la rue, elle est en feu. Vous avez des pompiers, mais il faut surtout pas que les pompiers aillent dans la maison qui brûle. On va la mettre dans toutes les autres maisons et on va attendre que le feu se propage à nous. Je vous remercie Je vous remercie de cette jolie image qui permet à un esprit un peu limité comme moi de comprendre les enjeux géopolitiques. Bon, au-delà de ces joutes verbales,
Général Vincent Desportes, merci d'être là. On va parler évidemment du service national, mais je voulais déjà avoir... On voit quelque chose... Moi, j'ai écouté ça et c'était tellement exemplaire de ce qui se passe et des divisions. Les gens qui disent, mais attendez, il faut y aller maintenant, il ne faut pas attendre, mais à la paix, on ne sait pas quand sera lieu, le traité de paix, on ne sait pas. Et les autres qui disent, attendez, c'est pas le moment, on a une opinion publique, c'est pas si facile, etc. Et on sent... Face à ce qui se passe, on a l'impression, mais j'ai l'impression, c'est la vie personnelle, je peux tout à fait me tromper, et dites-moi, c'est qu'on a l'impression que par rapport à la réalité sur le terrain et à la réalité des échanges politiques entre USA, Russie et autres, avec effectivement tout ce qu'on dit sur la corruption, en Ukraine notamment, il y en a ailleurs, mais enfin qui est très forte, on a l'impression qu'il y a une espèce de... je dirais, de différenciation, je ne dis pas abyssale, mais des espèces de, vraiment, de dissymétrie assez forte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, dans une affaire comme ça, de toute façon, prévoir l'avenir, c'est une affaire d'hypothèse, c'est toujours des paris, donc c'est assez compliqué. Mais je pense qu'il y a des réalistes et il y a des optimistes, que rien n'effraie et des idéologues. Ouais. Il y a une réalité, d'abord, c'est que la France seule ne peut pas aller en Ukraine et que ça ne peut pas être un problème français, c'est au minimum un problème européen et probablement un problème otanien. Et que donc cette décision, elle sera une décision faite par une communauté d'États. Vous dites que les troupes françaises seules, ça n'a aucun sens. Mais évidemment, ça n'a aucun sens. D'abord, on n'est pas capable d'en mettre aujourd'hui énormément. Et d'autre part, la France, il faut pour que ça fasse peur au président Poutine, il faut que ça représente quelque chose de plus important que la France. Donc, soit les forces européennes, soit les forces de l'OTAN. Voilà. Dans cette affaire-là, je pense que il y a tant que ce qui a été dit pour l'instant, soit nous décidons de faire la guerre à la Russie. On n'en est pas là. C'est un choix qui pourra arriver un jour, mais on n'en est pas là. Si on décide de le faire, alors il faut avancer. Et alors, comme nous sommes une puissance nucléaire, on va vers une guerre nucléaire. Juste, il faut le savoir. Ou alors... Et on sait ce que ça veut dire une guerre nucléaire. Enfin, on peut supposer. Personne ne sait. Personne ne sait, mais exactement. À la fin, on sait qu'il n'y aura plus de studio à Paris pour Sud Radio. Ça, on est à peu près d'accord sur le sujet. Ou bien, on fait ce qui a été dit, c'est-à-dire que on fait tout pour que Poutine arrête cette guerre. Donc on fait pression sur lui à la fois militairement et économiquement. Une fois qu'il a arrêté, on a un traité de cessez-le-feu, de paix. Et alors, il faut effectivement être sur le terrain pour garantir la sécurité, puisque les seules garanties de sécurité qui vaillent, elles se font avec des soldats sur le terrain. Voilà où on en est. Oui, mais alors, général, attendez, vous avez écouté comme moi, vous avez suivi comme moi la polémique qu'il y a eu suite aux propos du général Mandon, le chef d'état-major des armées, et qui disait, voilà, il faut comprendre, voilà, ça a été bien ou mal interprété, l'histoire de vos enfants quand même doivent être prêts, etc., etc. Mais il désignait clairement, et c'est ça qui m'a frappé, il disait clairement les Russes en disant, oh, dans 4 ans ou 5 ans, il faut se préparer, disait-il. Alors, on a essayé de corriger ça, même le président de la République a essayé de corriger ça en disant ça a été mal interprété et sorti du contexte, ce qu'on dit toujours quand on a envie on dit c'est sorti du contexte, mais il y a quand même une espèce de climat qui essaye de s'instaurer là, ou qu'on essaye d'instaurer là. Alors, ça correspond à quoi, vu ce que vous venez de dire, et c'est partagé par beaucoup de gens en disant mais quoi, on va faire la guerre à la Russie, alors on décide de faire la guerre à la Russie ou quoi? La situation est parfaitement claire. Aujourd'hui, nul ne peut dire il n'y a aucune chance que la Russie, si elle gagne cette guerre en Ukraine, ne poursuive pas d'une manière ou d'une autre, probablement pas frontale, son agression vers l'Ouest. Moi, je suis professeur de stratégie. Quand vous faites de la stratégie, vous n'avez pas le droit d'exclure le pire. Donc, une possibilité, oui. Le pire. Donc, vous le prenez en compte. Vous avez le devoir de jouer le pire, de préparer le pire. Et donc, cette guerre qui est possible, sans être probable, elle est possible. Nous n'avons pas le droit de jouer avec, et donc nous devons faire en sorte qu'elle n'arrive pas. Et pour qu'elle n'arrive pas, ce qu'a dit le général Mandon à sa façon, il a dit nous devons nous préparer non pas pour gagner la guerre, mais pour que nous n'ayons pas à la gagner, parce qu'elle ne sera pas déclenchée. C'est exactement ça le problème. Aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment dissuasifs, nous n'apparaissons pas comme suffisamment déterminés aux yeux de Poutine. Donc, le connaissant, il pourrait fort bien avoir la tentation de poursuivre son offensive. Eh bien, nous ne devons pas nous le permettre, donc nous devons
porter notre défense à un niveau qui soit suffisamment dissuasif. Mais comme vous dites très bien, mais le problème il est là, c'est que ça doit se porter au niveau européen. Au niveau français, vous l'avez dit vous-même, ça n'a aucun sens. Donc, on n'a pas l'impression du tout, en tout cas aujourd'hui, d'être à la veille de cela. Vous savez très bien ce qui se passe entre pays européens. Vous savez très bien, je ne parle même pas d'Orban, de Fico et de la Tchéquie et de la Slovaquie, mais même Mélanie et compagnie. C'est-à-dire, en fait, on a l'impression quand même que on a un un trio Macron, Starmer et Merz, encore que Merz s'entraîne en pleine hésitation, qui dit oui, attention, il faut, et puis le reste de l'Europe qui est pas encore là, et nous qui disons non, c'est ça qu'on comprend pas. Ce que vous dites sur les possibilités, la stratégie, vous avez raison. Poutine n'arrête pas de dire qu'il ne veut pas envahir. Bon, on n'en sait rien. Évidemment, Hitler l'avait dit ça. Hein. Sauf Hitler nous voulait envahir. Comment ? Hitler voulait y aller. Ah ben non, rappelez-vous à Munich, quand il enserre dans ses bras Chamberlain d'allier, vous venez de gagner une paix pour 1000 ans. Elle a duré quelques jours. On l'a vu, oui. Non, mais pour vous, très sincèrement, aujourd'hui, on a l'impression que c'est beaucoup plus une guerre, je dirais, et tant mieux, qui veut la guerre nucléaire, mais une guerre c'est normal, de rapport de force et une guerre allez, je vais te montrer ma force et je vais montrer où je suis prêt à aller, qu'une véritable... Or, il faut avancer, on ne peut pas rester dans ces milliers de morts, il y a quand même jusqu'au dernier Ukrainien, vous voyez. D'accord, mais alors, là, ce que vous disiez au début, c'était que finalement, on ne faisait pas grand-chose pour aller dans le sens que j'ai dit. Eh bien, nous ne faisons pas assez. Mais nous faisons, c'est-à-dire que la capacité de défense de l'Europe s'accroît tous les jours. Je ne dis pas qu'elle s'accroît suffisamment, mais regardez l'armée polonaise, regardez les armées baltes, regardez l'armée française, qui fait des efforts. L'affaire du service national s'inscrit exactement dans cette affaire-là. Nous avons triplé notre production de Rafale, nous avons triplé notre production d'obus de 155 mm, nous nous lançons dans l'affaire des satellites. Il y a des progrès qui sont, je dirais, extrêmement rapide par rapport à ceux qui avaient pu exister avant le 24 février 2022. Maintenant, le pari, il est là. Il a été exprimé très clairement par le général Mandon. Nous disposons d'une petite fenêtre de temps stratégique de 3 ou 4 ans. Avant que l'agression dont je parle puisse se concrétiser, eh bien, il nous appartient maintenant, pendant cet espace de temps stratégique, de nous mettre en ordre de bataille. Alors, nous n'y sommes pas encore, et merci aux Ukrainiens de tenir le front, parce que sinon, nous pourrions y être beaucoup plus rapidement que prévu, mais nous avançons. Et croyez-moi, tous les pays européens ont conscience de ce risque-là, et nous avançons tant au niveau national qu'au niveau européen. Oui, vous pensez qu'il y a quand même une unité qui peut se... Alors vous savez bien, il n'y a pas de direction commune, il n'y a pas... Il n'y a pas d'armée européenne aujourd'hui. Il n'y en aura jamais, mais... Et puis surtout, la Commission européenne n'est pas en responsabilité de défense. Et c'est pas dans ses prérogatives. Et donc on voit bien que elle fait un peu, certains disent qu'elle fait trop, et donc on a bien des avancées nationales dans chacun des pays, et en même temps on a une Madame von der Leyen qui essaye de coordonner un peu, certains disent qu'elle en fait trop. Donc on voit qu'on n'est pas vraiment organisé pour ça. Mais je crois que la prise de conscience de la possibilité de danger est telle que chaque pays avance à sa manière, mais avance. Alors justement, avant de parler du service national, général des portes, mais ce que vous venez de dire, c'est vrai, moi ce qui m'a frappé aussi, encore une fois, je veux pas jouer l'avocat du diable, en l'occurrence de Poutine, mais quand il dit, voilà, à l'horizon de 3 ou 4 ans, il peut y avoir, effectivement, nous ne sommes pas prêts aujourd'hui, mais nous sommes prêts dans 3 ou 4 ans. Mais dites-moi, vous êtes à la place de Poutine, vous êtes stratège, mais si vraiment il a ses intentions, ce qui est possible, vous dites, ça fait partie des possibilités, je suis d'accord avec vous, mais pourquoi n'attaque-t-il pas tout de suite? Il sait qu'ils ne sont pas prêts, on va y aller. Mais non, mais vous avez raison, sauf que actuellement le président Poutine, il a l'Ukraine sur le dos, devant lui, et que il a gagné 20% du territoire depuis 4 ans, et sa ligne de front, en gros, elle est stable depuis 4 ans, depuis 2 ans, pardon, même si elle bouge un peu. Donc pour aller attaquer les pays de l'OTAN, eh bien il faudrait avoir terminé cette guerre en Ukraine. Et d'autre part, en gros, l'armée russe, elle est devant l'Ukraine. Elle peut pas être devant l'Ukraine et ailleurs. Donc tant que, et c'est pour ça qu'il faut remercier. Tant que l'Ukraine, vous voulez dire, résiste, enfin, est là. Bien sûr. Et on doit remercier l'Ukraine, si vous voulez, parce que effectivement, si l'armée russe venait attaquer demain matin les forces de l'OTAN, on serait bien embêté. Pourquoi on serait bien embêté? Pourquoi, oui. Pour 2 raisons. D'abord, on vous l'avait dit, on n'est pas vraiment en ordre de bataille, on est en train de monter. Et puis d'autre part, l'armée russe, ça fait 3 ans
4 ans bientôt qu'elle fait cette guerre-là. Et qu'en 4 ans, elle a énormément évolué. Alors que nous, on n'a pas fait cette guerre-là depuis 1944. Et que donc, on n'est pas entraîné. Les 2 armées qui sont montées, vous savez, la guerre, c'est une affaire dialectique, donc chacun monte, chacun augmente. Les 2 armées... Chacun s'équipe, chacun s'entraîne, Et les 2 armées les plus prêtes à cette guerre-là, c'est l'armée ukrainienne et l'armée russe. Et nous ne sommes pas entraînés. Et donc, il faut qu'on monte en puissance, il faut qu'on s'entraîne. Nous n'en sommes pas là. Donc, j'espère bien que l'Ukraine va tenir. Vous savez, aider l'Ukraine, c'est investir stratégiquement, parce qu'on a besoin que l'Ukraine tienne, si on ne veut pas que cette menace dont je parlais se matérialise un jour. Général Vincent Desportes, effectivement, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. À quoi va ressembler le service national voulu par Emmanuel Macron? À tout de suite pour en parler.